Bonsoir, bienvenue sur la voie de Morgane. J'espère que vous allez bien. Euh, tout de suite, je vais reprendre... Non, pas ça du tout en fait. Pardon. Allez, Anna Karenine. Anna Karenine. Nous étions à la deuxième partie, chapitre 24. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je voulais remercier aussi Tony qui, à plusieurs reprises, m'a fait des dons, des donations sur Tipeee. Et merci beaucoup. Voilà, parce que j'ai quelques problèmes pour écrire des messages et pour remercier via l'application, donc je tenais à le faire, donc merci beaucoup. Chapitre 24. Dans son émoi, Vronsky n'avait guère vu que le cadran de sa montre sans se rendre compte de l'heure marquée par les aiguilles. Il sortit du parc et, marchant avec précaution le long du chemin boueux, regagna sa calèche. L'esprit tout occupé d'Anna, il avait perdu la notion du temps et ne se demandait pas s'il pouvait encore passer chez Briansky. Cas assez fréquent, sa mémoire lui rappelait ce qu'il avait résolu de faire sans que la réflexion intervînt. Quand il eut rejoint sa voiture, il s'amusa un instant aux ébats des moucherons qui voltigeaient en colonnes chatoyantes au-dessus des chevaux en sueur, réveilla le cocher sommeillant sur son siège dans l'ombre, déjà oblique, d'un gros tilleul, et se fit conduire chez Briansky. La présence d'esprit ne lui revint qu'au bout de 6 à 7 verstes. Il regarda de nouveau sa montre et comprit cette fois qu'elle marquait 5h30 et qu'il était en retard. Il devait y avoir plusieurs courses ce jour-là. La première était réservée aux officiers de l'escorte de Sa Majesté. Venait ensuite une course de 2000 mètres pour officiers, une autre de 4000 et enfin celle où il devait courir. Il pouvait encore y prendre part, mais s'il ne sacrifiait pas Briansky, il risquait de n'arriver qu'après la cour. Ce n'était guère convenable. Néanmoins, comme Briansky avait sa parole, il continuait sa route en recommandant au cocher de ne pas ménager les chevaux. Il ne resta que 5 minutes chez Briansky et repartit au galop. Cette rapide allure le calma. Il oublia peu à peu, pour s'abandonner à un joyeux émoi sportif, le côté douloureux de ses relations avec Anna, le résultat imprécis de la démarche qu'il venait de tenter auprès d'elle. De temps en temps, son imagination lui dépeignait sous de vives couleurs les délices du rendez-vous nocturne. Mais plus il avançait, dépassant de nombreuses voitures qui arrivaient de Pétersbourg ou des environs, plus il se laissait gagner par l'atmosphère des courses. Il ne trouva plus chez lui que son ordonnance qui le guettait à la porte. Tout en l'aidant à changer de costume, le brave garçon l'avertit que la seconde course était commencée. Plusieurs personnes s'étaient informées de lui, le lad était venu par 2 fois aux nouvelles. Vronsky s'habilla tranquillement sans se départir de son calme habituel et se fit conduire aux écuries. On voyait de là l'océan de voitures, de piétons, de soldats qui déferlaient autour de l'hippodrome et toutes les tribunes chargées de spectateurs. La seconde course devait en effet se courir, car en approchant de l'écurie, il entendit un coup de cloche. Il rencontra à la porte Gladiator, l'alezan à balsane blanche de macotine, qu'on menait couvert d'une housse orange dont le camail bordé de bleu paraissait énorme. « Où est Corle ?» demanda-t-il à un palefrenier. « À l'écurie, il scelle. » Froufrou était déjà scellé dans sa stalle ouverte. On allait la faire sortir. « Je ne suis pas en retard. »« All right, dit l'anglais. Ne vous énervez pas. » Vronsky caressa du regard les belles formes de sa chère jument, qui tremblait de tous ses membres, et s'arracha avec peine à ce charmant spectacle. Le moment était propice pour s'approcher des tribunes sans être remarqué. La course de 2000 mètres s'achevait et tous les yeux étaient fixés sur un chevalier-garde talonné par un hussard. Tous deux cravachaient désespérément leurs chevaux à l'approche du but. On affluait de toutes parts vers le poteau. Un groupe de chevaliers-gardes saluait avec des cris de joie le triomphe escompté de leurs camarades. Vronsky se mêla à la foule presque au moment où la cloche annonçait la fin de la course, tandis que le vainqueur, un grand gaillard souillé de boue, s'affaissait sur sa selle et lâchait la main à son étalon à bout de souffle et dont la sueur brunissait la robe grise. La bête arrêta avec difficulté son rapide galop.
L'officier, comme au sortir d'un mauvais rêve, promena autour de lui des regards hébétés et esquissa un vague sourire. Une foule d'amis et de curieux l'entourait. C'est à dessein que Vronsky évitait le public de choix qui circulait devant les tribunes en devisant gravement. Il avait reconnu de loin sa belle-sœur, Anna, Betsy, et, craignant de se laisser distraire, il préférait se tenir à l'écart. Mais à chaque pas, des figures de connaissance l'arrêtaient au passage pour lui raconter les détails des premières courses ou lui demander la cause de son retard. Pendant qu'on distribuait les prix dans la tribune d'honneur et que chacun se dirigeait de ce côté, Vronsky vit approcher son frère aîné Alexandre, un colonel à aiguillettes, petit et trapu comme lui, mais plus beau, en dépit de son nez rouge et de son teint coloré de buveur. « As-tu reçu mon mot » demanda le colonel. « On ne te trouve jamais chez toi. » Ivrogne et débauché, Alexandre Vronsky n'en était pas moins le type parfait de l'homme de cour. Aussi, tout en s'entretenant avec son frère d'un sujet plutôt épineux, il gardait, à cause des yeux qu'il sentait braquer sur eux, une physionomie souriante et dégagée. De loin, on pouvait croire qu'il plaisantait. « Je l'ai reçu, dit Alexis, mais je ne sais vraiment de quoi tu t'inquiètes. »« De ceci, on vient de me faire remarquer ton absence et l'on t'a vu lundi à Peterhof. Il y a des choses qui ne peuvent être jugées que par ceux qu'elles intéressent directement, et l'affaire dont tu te préoccupes est justement de celle-là. Oui, mais alors on ne reste pas au service, on ne te mêle pas de ça, c'est tout ce que je te demande. » Le visage renfrogné d'Alexis Vronsky pâlit soudain et son menton se mit à trembler. C'était chez lui, comme chez toutes les natures foncièrement bonnes, le signe d'une colère d'autant plus redoutable que les accès en étaient fort rares. Alexandre Vronsky, qui ne l'ignorait point, crut prudent de sourire. « J'ai seulement voulu te remettre la lettre de notre mère. Réponds-lui et ne te fais pas de mauvais sang avant la course. Bonne chance. » Il s'éloigna, toujours souriant, mais aussitôt quelqu'un s'écria derrière lui. « Tu ne reconnais donc plus tes amis ? Bonjour, mon cher. » C'était Stepan Arkadievitch, la mine fleurie, les favoris lustrés, aussi à son aise qu'à Moscou parmi le grand monde pétersbourgeois. « Je suis arrivé d'hier et tu me vois ravi d'assister à ton triomphe. Quand se verra-t-on ? » « Demain, au mess, et toutes mes excuses, dit Vronsky en lui effleurant en guise de poignée de main la manche du par-dessus. Il gagna en hâte le paddock où l'on amenait déjà les chevaux qui devaient participer à la course d'obstacles. Les palefreniers emmenaient les chevaux épuisés par la dernière course, tandis que ceux de la course suivante, pour la plupart des pur-sang anglais que leurs camailles et leurs caparaçons rendaient semblables à de grands oiseaux étranges, apparaissaient les uns après les autres. On amenait sur la droite Froufrou, belle dans sa maigreur, qui avançait comme sur des ressorts sur des pâturons élastiques et plutôt longs. Non loin de là, on notait le caparaçon de Gladiator, les formes superbes, robustes et parfaitement régulières de l'étalon, sa croupe splendide, ses pâturons courts jointés retinrent un instant l'attention de Vronsky. Il allait s'approcher de Froufrou, mais dut encore échanger quelques mots avec un ami qui l'arrêta au passage. « Tiens, voici Karénine, dit soudain celui-ci. Il cherche sa femme qui trône pourtant au beau milieu de la tribune. Vous l'avez vue ? » « Mon Dieu, non, répondit Vronsky sans même tourner la tête du côté où on lui indiquait la présence de Madame Karénine. Il s'apprêtait à vérifier la selle quand on appela les concurrents pour le tirage au sort des numéros. 17 officiers sérieux, solennels, certains même fort pâles, s'approchèrent de la tribune. Vronsky tira le numéro 7. « En selle !» cria-t-on. Vronsky retourna à son cheval. Il se sentait, ainsi que ses camarades, le point de mire de tous les regards et, comme toujours en pareil cas, la solennité du moment rendait ses mouvements plus lents et plus pondérés. En l'honneur des courses, Cord avait mis son costume de cérémonie. Une redingote noire soigneusement boutonnée, faux col empesé, étayant les joues, chapeau rond et bottes à l'écuyère. Calme et important selon son habitude, il tenait en personne le cheval par la bride. Froufrou tremblait toujours, comme prise d'un accès de fièvre, et clignait vers son maître un œil plein de feu. Vronsky glissa le doigt sous la sangle. La jument cligna de plus belle, montra les dents, coucha l'oreille, tandis que par une moue ironique, l'anglais témoignait sa stupeur. On doutait de la façon dont il sellait un cheval. « Montez, dit-il, vous serez moins agité. » Vronsky embrassa ses concurrents d'un dernier regard. Il savait que pendant la course, il ne les verrait plus. 2 d'entre eux se dirigeaient déjà vers la ligne de départ. Galzin, un ami et un des meilleurs coureurs,
tournait autour de son étalon baie sans arriver à se mettre en selle. Un petit hussard de la garde en culotte collante faisait un temps de galop, arqué sur la selle à l'instar des Anglais, comme le chat qui fait le gros dos. Blanc comme un linge, le prince Kousovlev montait une jument pur sang qui provenait du haras de Grabovo et qu'un Anglais menait par la bride. Comme tous ses camarades, Vronsky savait pertinemment qu'à un amour-propre monstrueux, Kousovlev joignait une surprenante faiblesse de nerfs. Cet homme avait peur de tout, peur même de monter un simple cheval de rang. Mais, précisément à cause de cette peur, parce qu'il risquait de se rompre le cou et qu'il y avait auprès de chaque obstacle un major, une infirmière et une voiture d'ambulance, il avait résolu de courir. Cependant, comme leurs regards se rencontrèrent, Vronsky l'encouragea d'une œillade amicale. Il chercha en vain son rival le plus redoutable, Makotine et son gladiator. « Ne vous pressez pas, lui disait Cord. Et surtout, rappelez-vous que devant l'obstacle, il ne faut ni retenir ni lancer son cheval, mais simplement le laisser faire. »« C'est bien, répondit Vronsky en prenant les rênes. « Autant que possible, menez la course, sinon ne perdez pas courage, quand bien même vous seriez le dernier. » Sans laisser à sa monture le temps de le reconnaître, Vronsky mit le pied à l'étrier dentelé et, d'un mouvement souple et ferme, posa son robuste corps sur la selle dont la peau grilla. Passant son pied droit dans l'étrier, il égalisa d'un geste familier les doubles rênes entre ses doigts, et Cord lâcha le cheval. Froufrou allongea le cou en tirant sur la bride. Elle semblait se demander de quel pied partir. Enfin, elle s'élança d'un pas élastique, balançant son cavalier sur son dos flexible. Cord suivait à grandes enjambées. La jument énervée cherchait à tromper son cavalier et tirait tantôt à droite, tantôt à gauche. Vronsky s'efforçait en vain de la rassurer de la voix et du geste. On approchait de la rivière, non loin de la ligne de départ. Vronsky, précédé des uns, suivi des autres, entendit résonner derrière lui sur la boue du chemin le galop d'un cheval. C'était Gladiator, l'alezan aux balsanes blanches et aux oreilles pendantes. Makotine, qui le montait, sourit de toutes ses dents en dépassant Vronsky, mais celui-ci ne répondit que par un regard irrité. En général, il n'aimait pas Makotine. Qui plus est, il voyait maintenant en lui son plus rude adversaire et se courrouça de le voir échauffer sa jument en galopant auprès d'elle. Froufrou partit du pied gauche au galop, fit 2 bonds et, fâché de se sentir retenu par les brides, changea d'allure et prit un trot qui secoua fortement son cavalier. Cord, mécontent, trottait l'amble derrière Vronsky. Chapitre 25. 17 officiers participaient à l'épreuve. Le champ de course formait une piste elliptique de 4000 mètres. On y avait aménagé 9 obstacles. La rivière, une grande barrière haute d'1,50 m placée à la tête des tribunes, un fossé sec, un autre rempli d'eau, un talus, une banquette irlandaise, c'est-à-dire un remblai couvert de fascines dissimulant un fossé, obstacle double et fort dangereux, car les chevaux devaient le franchir d'un bond sous peine de se tuer. 2 fossés pleins d'eau et un dernier fossé sec. L'arrivée avait lieu devant les tribunes, mais le départ se donnait à quelques 200 mètres de là, et c'est sur ce premier parcours que se trouvait la rivière, large d'environ 2 mètres, qu'on pouvait à volonté sauter ou passer à gué. 3 fois les concurrents, groupe bariolé vers lequel étaient dirigés tous les yeux, toutes les lorgnettes, s'alignèrent pour le signal, et 3 fois il y eut faux départ, au grand mécontentement du colonel Sestrine, starter expérimenté. Enfin, le 4e starting réussit. Aussitôt 1000 voix rompirent le silence de l'attente. Enfin, ça y est, les voilà partis. Et tous les spectateurs se précipitèrent de ci, de là pour mieux voir les péripéties de la course. De loin, les cavaliers semblaient avancer en peloton compact. En réalité, ils s'étaient déjà détachés et s'approchèrent de la rivière en groupes de 2 ou 3 ou même isolés. Et les fractions de longueur qui les séparaient avaient pour eux une grave importance. Froufrou, agitée, trop nerveuse, perdit d'abord du terrain, mais dès avant la rivière, Vronsky, retenant de toutes ses forces la bête qui gagnait à la main, prit facilement le devant sur 3 chevaux et ne fut plus dépassé que par l'alezan de Makotine, Gladiator, jouant de la croupe régulièrement et légèrement juste devant lui, et la belle Diane, en tête de tous, portant le malheureux Kousovlev, plus mort que vif. Pendant ces premières minutes, Vronsky ne fut pas plus maître de lui-même que de sa monture.
Gladiator et Diane franchirent la rivière presque d'un même bond. Froufrou s'élança derrière eux comme porté par des ailes. Au moment où Vronsky se sentait dans les airs, il aperçut, presque sous les pieds de son cheval, Kousovlev se débattant avec Diane de l'autre côté de la rivière. Après avoir sauté, le maladroit avait lâché les rênes et culbuté avec son cheval. Mais Vronsky n'apprit ces détails que plus tard. Pour le moment, il ne vit qu'une chose, c'est que Froufrou allait reprendre pied sur le corps de Diane. Mais, pareil à une chatte qui tombe, Froufrou fit en sautant un effort du dos et des jambes et retomba à terre par-dessus le cheval abattu. « Oh, la brave bête !» se dit Vronsky. Après la rivière, il reprit pleine possession de son cheval et le retint même un peu dans le dessein de sauter la grande barrière derrière Makotine. Alors, sur les 400 mètres libres d'obstacles, il verrait à le distancer. Cette barrière, le diable comme on l'appelait, s'élevait juste en face du pavillon impérial. L'empereur, toute la cour, une foule immense les regardait venir, à une longueur l'un de l'autre. Vronsky sentait tous ses yeux braqués sur lui, mais il ne voyait que les oreilles et le cou de son cheval, la terre qui fuyait derrière la croupe de Gladiator et ses pieds blancs battant le sol en cadence toujours à la même distance de Froufrou. Gladiator s'élança à la barrière, agita sa queue écourtée et disparut aux yeux de Vronsky sans avoir heurté l'obstacle. « Bravo !» cria une voix. Au même moment, passèrent comme un éclair sous les yeux de Vronsky les planches de la barrière que son cheval franchit sans changer d'allure. Mais un craquement retentit derrière lui. Échauffé par la vue de Gladiator, Froufrou avait sauté trop tôt et frappé l'obstacle de son sabot de derrière. Cependant, son allure ne varia point et Vronsky, ayant reçu au visage un paquet de boue, comprit que la distance qui le séparait de Gladiator n'avait pas augmenté en apercevant la croupe de l'alezan, sa courte queue coupée et ses rapides pieds blancs. Vronsky jugea le moment venu de dépasser Makotine. Froufrou sembla se faire la même réflexion, car, sans y être excitée, elle augmenta sensiblement de vitesse et se rapprocha de Gladiator du côté le plus avantageux, celui de la corde. Makotine la conservait cependant, mais on pouvait le dépasser de l'extérieur. À peine Vronsky s'en fut-il avisé que Froufrou, changeant de pied, prit elle-même cette direction. Son épaule, brunie par la sueur, joignit bientôt la croupe de Gladiator. Ils coururent un moment côte à côte, mais Vronsky, désireux de se rapprocher de la corde avant l'obstacle, excita sa monture et dépassa sur le talus même Makotine, dont il entrevit le visage souillé de boue et souriant à ce qui lui sembla. Bien que dépassé, Gladiator était toujours là sur les talons de Froufrou et Vronsky entendait toujours le même galop régulier et la respiration précipitée, encore fraîche de l'alezan. Les deux obstacles suivants, un fossé et une barrière, furent aisément franchis, mais le souffle et le galop de Gladiator se rapprochaient. Vronsky força le train de Froufrou et sentit avec joie qu'elle augmentait aisément sa vitesse. La distance fut vite rétablie. C'était lui maintenant qui menait la course suivant son désir et la recommandation de corde. Il était sûr du succès. Son émotion, sa joie, sa tendresse pour Froufrou allaient toujours croissant. Quelque désir qu'il en eût, il n'osait pas se retourner et cherchait à se calmer, à ménager sa monture, à lui garder la même réserve de force qu'il devinait en Gladiator. Il n'avait plus devant lui qu'un seul obstacle sérieux, la banquette irlandaise. S'il le franchissait avant les autres, son triomphe ne faisait plus de doute. Froufrou et lui aperçurent la banquette de loin, et tous deux, le cheval et le cavalier, éprouvèrent un moment d'hésitation. Vronsky remarqua cette indécision aux oreilles de la jument. Déjà il levait la cravache, mais il s'aperçut à temps qu'elle avait compris ce qu'elle devait faire. Elle prit sa battue et, comme il le prévoyait, s'abandonna à la vitesse acquise qui la transporta bien au-delà du fossé. Aussitôt elle reprit sa course à la même cadence, tout naturellement et sans changement de pied. « Bravo !» Vronsky crièrent des voix, celles de ses camarades de régiment qui s'étaient postés près de la banquette. Si Vronsky n'aperçut point Yachvin, force lui fut de reconnaître sa voix. « Oh, la brave bête !» pensait-il de Froufrou, tout en prêtant l'oreille à ce qui se passait derrière lui. « Il a passé !» se dit-il en percevant le galop tout proche de Gladiator. Il restait encore un fossé rempli d'eau, large d'1,50 m. Mais Vronsky ne s'en préoccupait guère, désireux d'arriver au poteau bien avant les autres. Il se mit à rouler Froufrou qu'il devinait épuisé, car son cou et ses épaules étaient trempés. La sueur perlait sur son garrot, sa tête et ses oreilles, sa respiration devenait courte et haletante. Il savait cependant qu'elle serait de force à fournir, et au-delà, les 400 mètres qui la séparaient du but.
Seule la douceur parfaite de l'allure et la proximité plus grande du sol révélaient à Vronsky l'accélération de la vitesse. Froufrou franchit, ou plutôt survola le fossé sans y prendre garde. Mais au même moment, Vronsky sentit avec horreur qu'au lieu de suivre l'allure du cheval, le poids de son corps avait, par suite d'un mouvement aussi incompréhensible qu'impardonnable, porté à faux en retombant en selle. Il comprit que sa position avait changé et qu'une chose terrible lui arrivait. Quoi au juste? Il ne s'en rendait pas encore bien compte quand il vit passer devant lui comme un éclair l'alezan de Makotine. Vronsky touchait la terre d'une jambe sur laquelle la jument s'était affaissée. Il eut à peine le temps de se dégager qu'elle tomba tout à fait, soufflant péniblement et faisant de son cou délicat et couvert de sueur d'inutiles efforts pour se relever. Elle se débattait comme un oiseau blessé. Le faux mouvement de Vronsky lui avait brisé les reins. Du reste, celui-ci ne comprit sa faute que beaucoup plus tard. Pour le moment, il ne voyait qu'une chose. Gladiator s'éloignait rapidement tandis que lui demeurait là, chancelant sur la terre détrempée, devant Froufrou haletante qui tendait vers lui la tête et le regardait de ses beaux yeux. Toujours sans comprendre, il tira sur la bride. Elle sursauta comme un poisson et parvint à dégager ses jambes de devant. Mais impuissante à relever celles de derrière, elle retomba tremblante sur le côté. Pâle, le menton tremblant, le visage défiguré par la colère, Vronsky lui donna un coup de talon dans le ventre et tira de nouveau sur la bride. Cette fois-ci, elle ne bougea même pas et se contenta de jeter à son maître un de ses regards parlants en enfonçant son museau dans le sol. « Ah mon Dieu, qu'ai-je fait » gémit Vronsky en se prenant la tête à deux mains. « Voilà la course perdue et par ma faute. Une faute humiliante, impardonnable, et ce pauvre cher animal que j'ai tué. Ah mon Dieu, qu'ai-je fait » On a couru vers lui. Ses camarades, le major, l'infirmier, tout le monde. À son grand chagrin, il se sentait sain et sauf. La jument s'était rompu l'épine dorsale. On décida de l'abattre. Incapable de répondre aux questions, de proférer une seule parole, Vronsky, sans même lever sa casquette, quitta le champ de course, marchant au hasard sans trop savoir où il allait. Pour la première fois de sa vie, il se sentait malheureux. Malheureux sans espoir et malheureux par sa faute. Il fut bientôt rejoint par Yashvin qui lui remit sa casquette et le ramena à son logis. Au bout d'une demi-heure, il reprit possession de lui-même. Mais cette course resta longtemps un des souvenirs les plus pénibles, les plus douloureux de son existence. Pardon. Je m'y attendais pas. Pardon. J'essaye d'habitude de me moucher hors champ et j'ai oublié de le faire. Pardon. Chapitre 26. 26, oui. Pardon pour le souffle. Rien ne paraissait changer extérieurement au rapport des deux époux, sauf qu'Alexis Alexandrovitch menait une vie de plus en plus laborieuse. Comme d'habitude, il s'en alla dès le printemps à l'étranger pour s'y remettre par une cure d'eau des fatigues de l'hiver. Comme d'habitude, il revint en juillet et reprit ses fondions avec une nouvelle énergie. Et toujours comme d'habitude, il laissa sa femme s'installer à la campagne tandis qu'il demeurait à Pétersbourg. Depuis l'avertissement qui avait suivi la soirée chez la princesse Tverskoï, Alexis Alexandrovitch n'avait plus fait la moindre allusion à sa jalousie. Le ton de persiflage qu'il avait toujours affectionné lui offrait maintenant des commodités particulières.
Il se montrait légèrement plus froid envers Anna, bien qu'il ne parût conserver du fameux entretien nocturne qu'une certaine contrariété. Encore n'était-ce qu'une nuance, rien de plus. Tu n'as pas voulu t'expliquer avec moi, semblait-il lui dire en pensée. Soit. Un jour viendra où tu t'adresseras à moi et où je refuserai à mon tour de m'expliquer. Tant pis pour toi. C'est ainsi qu'un homme furieux de n'avoir pu éteindre un incendie qui consume sa maison pourrait dire « Eh bien tant pis, brûle tant qu'il te plaira ». Comment cet homme, si fin et si sensé quand il s'agissait de son service, ne comprenait-il pas ce que sa conduite avait d'absurde? C'est que la situation lui semblait trop pénible pour qu'il osât la mesurer. Il préférait donc enfouir ses sentiments familiaux au plus profond de lui-même et sous triple serrure. Et depuis la fin de l'hiver, ce père si attentif prit envers son fils une attitude singulièrement froide, ne l'interpellant plus que du nom de jeune homme sur ce ton ironique qu'il affectait avec Anna. Alexis Alexandrovitch prétendait n'avoir jamais été tant accablé d'affaires que cette année-là. Mais il n'avouait pas qu'il les créait à plaisir pour n'avoir point à ouvrir le coffre secret qui contenait des pensées et des sentiments d'autant plus troublants qu'il demeurait plus longtemps enfermé. Si quelqu'un s'était arrogé le droit de l'interpeller sur la conduite de sa femme, le doux, le pacifique Alexis Alexandrovitch se fut mis en colère. Aussi sa physionomie prenait-elle un air digne et sévère toutes les fois qu'on s'informait d'Anna auprès de lui. À force de vouloir ne rien penser de la conduite et des sentiments de sa femme, il était enfin parvenu à n'y point penser. Les Karénines passaient toujours l'été dans leur villa de Peterhof, et d'ordinaire la comtesse Lydie s'établissait non loin d'eux et entretenait de fréquentes relations avec Anna. Cette année, la comtesse ne se fixa point à Peterhof et ne fit pas la moindre visite à madame Karénine. En revanche, causant un jour avec Alexis Alexandrovitch, elle se permit quelques allusions aux inconvénients que présentait l'intimité d'Anna avec Betsy et Vronsky. Alexis Alexandrovitch l'arrêta net, déclara d'un ton péremptoire que sa femme était au-dessus de tout soupçon et depuis lors évita la comtesse Lydie. Résolu à ne rien voir, il ne s'apercevait pas que bien des personnes battaient déjà froid à sa femme. Résolu à ne rien approfondir, il ne se demandait pas pourquoi celle-ci avait voulu s'installer à Tsarskoye, où demeurait Betsy et non loin du camp de Vronsky. Cependant, il avait beau, par un effort de volonté, écarter de lui ses pensées, il n'en était pas moins convaincu de son infortune. Il ne possédait aucune preuve à l'appui, il n'osait pas se l'avouer, mais il ne la mettait pas un instant en doute et il en souffrait profondément. Que de fois, pendant ces 8 années de bonheur conjugal, s'était-il demandé à la vue de maris trompés et de femmes infidèles. Comment en arrive-t-on là? Comment ne sort-on pas à tout prix de cette odieuse situation? Et maintenant que cette situation était la sienne, loin de songer à en sortir, il se refusait à l'admettre, et cela précisément parce qu'elle lui semblait par trop odieuse, par trop contre nature. Depuis son retour des eaux, Alexis Alexandrovitch avait fait 2 apparitions à la campagne, une pour y dîner, une autre pour y recevoir des invités, mais il n'avait eu garde d'y coucher comme il le faisait les années précédentes. Il se trouva que les courses eurent lieu un jour où il avait fort à faire. Néanmoins, en établissant dès le matin le programme de sa journée, il décida de se rendre à Peterhof après avoir dîné de bonne heure et de là aux courses où il jugeait sa présence nécessaire, toute la cour devant s'y trouver. Par convenance, il voulait qu'on le vît chez sa femme au moins une fois par semaine. D'ailleurs, on approchait du 15 et il tenait à lui remettre, comme il était de règle à cette date, l'argent nécessaire à la dépense de la maison. Ces décisions avaient été prises avec sa force de volonté habituelle et sans qu'il permît à sa pensée d'aller au-delà. Il eut une matinée fort chargée. La comtesse Lydie lui avait envoyé la veille une brochure d'un voyageur célèbre par ses voyages en Chine, en le priant de recevoir ce personnage qui lui paraissait intéressant à plus d'un titre. Comme il n'avait pu terminer le soir la lecture de cette brochure, force lui fut de l'achever le matin. Puis vinrent les rapports, les réceptions, les nominations, les révocations, les répartitions de pensions, appointements, gratifications, la correspondance, bref, tout ce tintouin quotidien, comme disait Alexis Alexandrovitch, qui lui prenait du temps. Il s'occupa ensuite de ses affaires personnelles, reçut son médecin et son régisseur. Celui-ci ne le retint pas longtemps, il ne fit que lui remettre de l'argent et un rapport succinct sur l'état de ses affaires qui, cette année, n'était pas très brillante. Les dépenses excédaient les recettes. En revanche,
Le médecin, une célébrité pétersbourgeoise qui entretenait avec lui des rapports d'amitié, lui prit un temps considérable. Alexis Alexandrovitch, qui ne l'avait point mandé, fut surpris de sa visite et encore plus de l'attention scrupuleuse avec laquelle il l'interrogea, l'ausculta, lui palpa le foie. Il ignorait que, frappée de son état peu normal, la comtesse Lydie avait prié le médecin de le voir et de le bien examiner. « Faites-le pour moi, avait dit la comtesse. « Je le ferai pour la Russie, comtesse, répliqua le docteur. Vous êtes un homme inestimable, avait conclu la comtesse. Le médecin resta très mécontent de son examen. Le foie était hypertrophié, la nutrition défectueuse, le résultat de la cure nul. Il ordonna plus d'exercice, moins de tension d'esprit et surtout aucune contrariété, ce qui pour Alexis Alexandrovitch était aussi facile que de ne point respirer. Il laissa Karénine sous l'impression désagréable qu'il y avait en lui un principe de maladie auquel on ne pouvait porter remède. En quittant son malade, le médecin rencontra sur le perron le chef de cabinet d'Alexis Alexandrovitch nommé Sludine. Ils se connaissaient depuis l'université et, s'ils se voyaient rarement, ils n'en restaient pas moins bons amis. Aussi le docteur n'aurait-il pas parlé à d'autres avec la même franchise qu'à Sludine. « Je suis bien aise que vous l'ayez vu, dit celui-ci. Il n'est pas bien et je crois même... Mais qu'en dites-vous » « Ce que j'en dis, répondit le médecin, en appelant du geste son cocher par-dessus la tête de Sludine. Voici ce que j'en dis. Si vous essayez de rompre une corde qui ne soit pas tendue, vous réussirez difficilement, expliqua-t-il en étirant de ses mains blanches un doigt de son gant glacé. Mais si vous la tendez à l'extrême, vous la romprez en y appuyant le doigt. C'est ce qui lui arrive avec sa vie trop sédentaire et son travail trop consciencieux. Et il y a une pression du dehors, une pression violente même, conclut-il en levant les sourcils d'un air significatif. Serez-vous aux courses, ajouta-t-il en descendant les marches du perron et en gagnant sa voiture. Oui, oui, évidemment, cela prend trop de temps, répondit-il à quelques mots de Sludine qui n'arrivèrent pas jusqu'à lui. Le médecin fut suivi du célèbre voyageur. Alexis Alexandrovitch, aidé de la brochure qu'il venait de parcourir et de quelques notions antérieures sur la question, étonna son visiteur par l'étendue de ses connaissances et la largeur de ses vues. Il lui fallut ensuite recevoir un maréchal de la noblesse de passage à Pétersbourg, terminer la besogne quotidienne avec le chef de cabinet, faire une visite importante à un grand personnage. Alexis Alexandrovitch n'eut que le temps de rentrer pour 5 heures, heure habituelle de son dîner. Il le prit en compagnie de son chef de cabinet, qui l'invita à l'accompagner aux courses. Sans qu'il s'en rendît compte, il cherchait toujours maintenant à mettre un tiers dans ses entretiens avec Anna. Chapitre 27. Anna était dans sa chambre, debout devant son miroir et attachait avec l'aide d'Anouchka un dernier nœud à sa robe, lorsqu'un bruit de roue se fit entendre sur le gravier devant le perron. « C'est trop tôt pour Betsy, songea-t-elle. » Un regard à la fenêtre lui permit d'apercevoir une voiture et d'y reconnaître le chapeau noir et les fameuses oreilles d'Alexis Alexandrovitch. « Quel contretemps, se dit-elle. Se peut-il qu'il vienne pour la nuit ?» Les conséquences possibles de cette visite l'épouvantèrent. Sans se donner une minute de réflexion et sous l'empire de cet esprit de mensonge et de ruse qui lui devenait familier, elle descendit, le visage rayonnant, pour recevoir son mari et se mit à parler sans trop savoir ce qu'elle disait. « Quelle charmante attention !» dit-elle en tendant la main à son mari, tandis qu'elle souriait à Sludine, familier de la maison. « J'espère que tu restes ici cette nuit, continua-t-elle sous la dictée de l'esprit de mensonge. Nous irons aux courses ensemble, n'est-ce pas ? Quel dommage que je me sois engagée avec Betsy. Elle doit venir me prendre. » À ce nom, Alexis Alexandrovitch fit une légère grimace. « Oh, je ne séparerai pas les inséparables, dit-il de son ton railleur. Mikhaïl Vassilievitch m'accompagnera. Le médecin m'a prescrit de l'exercice, je ferai une partie de la route à pied et me croirai encore aux eaux. Mais rien ne presse, dit Anna. Voulez-vous du thé ? Elle sonna. Servez le thé et prévenez Serge qu'Alexis Alexandrovitch est arrivé. Eh bien, comment vas-tu ? Mikhaïl Vassilievitch, vous n'êtes pas encore venu me voir. Regardez donc comme j'ai bien arrangé ma terrasse. Elle s'adressait tantôt à l'un, tantôt à l'autre, sur un ton simple et naturel. Mais elle parlait trop et trop vite, ce dont elle se rendit compte en croyant surprendre une nuance de curiosité dans le regard que leva sur elle Mikhaïl Vassilievitch. Celui-ci gagna aussitôt la terrasse et elle s'assit auprès de son mari. « Tu n'as pas très bonne mine, dit-elle.
En effet, j'ai reçu tantôt la visite du médecin qui m'a fait perdre une bonne heure. Je suis convaincue qu'il était envoyé par un de mes amis. Ma santé est si précieuse. Mais que t'a-t-il dit ? Elle le questionna sur sa santé et ses travaux, lui conseilla le repos, l'engagea à venir s'installer à la campagne. Ce disant, ses yeux brillaient d'un éclat étrange. Son ton était vif et animé. Alexis Alexandrovitch n'attacha aucune importance à ce ton. Il n'entendait que les paroles, les prenait dans leur sens littéral, y faisait des réponses simples, bien que légèrement ironiques. L'entretien n'avait rien de particulier. Et pourtant, Anna ne put jamais par la suite se le rappeler sans une véritable souffrance. Le petit Serge entra, précédé de son institutrice. Si Alexis Alexandrovitch s'était permis d'observer, il eût remarqué l'air craintif, décontenancé, dont l'enfant regarda son père, puis sa mère. Mais il ne voulait rien voir et ne vit rien. « Ah ah, voilà le jeune homme. Eh mais, nous avons grandi, nous devenons tout à fait grands garçons. Allons, bonjour, jeune homme. » Il tendit la main à l'enfant effarouché. Serge avait toujours été timide avec son père. Mais depuis que celui-ci l'appelait jeune homme et qu'il se creusait la tête pour savoir si Vronsky était un ami ou un ennemi, il le redoutait de plus en plus. Il se tourna vers sa mère comme pour chercher protection. Il ne se sentait à l'aise qu'auprès d'elle. Cependant, Alexis Alexandrovitch, prenant son fils par l'épaule, engagea la conversation avec l'institutrice. Le petit se sentait si gêné qu'Anna vit le moment où il allait fondre en larmes. Elle avait rougi en le voyant entrer et, remarquant bientôt son embarras, elle se leva, écarta la main d'Alexis Alexandrovitch, embrassa l'enfant et l'emmena sur la terrasse. Puis aussitôt revenue, « Il se fait tard, dit-elle en consultant sa montre. Pourquoi Betsy ne vient-elle pas ?»« Oui, dit en se levant Alexis Alexandrovitch. À propos, reprit-il en faisant craquer les jointures de ses doigts. Je suis venu aussi t'apporter de l'argent. Tu dois en avoir besoin, car on ne nourrit pas de chansons les rossignols. » Non, c'est-à-dire si, j'en ai besoin, répondit-elle sans le regarder, en rougissant jusqu'à la racine des cheveux. Mais tu reviendras sans doute après les courses. Certainement, dit Karénine. Mais voici la gloire de Peterhof, la princesse Tverkoï, ajouta-t-il en apercevant par la fenêtre un équipage à l'anglaise avec une caisse minuscule et très haute. Quel chic, quelle élégance. Eh bien, partons aussi. La princesse Tverkoï ne quitta pas sa calèche. Son valet de pied en guêtre, raglan et chapeau ciré, sauta du siège devant le perron. Je m'en vais, adieu, dit Anna en tendant la main à son mari après avoir embrassé son fils. Tu es très aimable d'être venu. Alexis Alexandrovitch lui baisa la main. Au revoir, tu reviendras prendre le thé, c'est parfait, dit-elle en s'éloignant, l'air radieux. Mais à peine fut-elle hors de la vue de son mari qu'elle tressaillit en sentant sur sa main la trace du baiser qu'il y avait posé. Pardon, je regarde un instant. Non, je pense que je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Oui, je m'arrête là. Pas de poème ni de chanson pour cette lecture. Merci encore.